Mesdames et messieurs, voici donc la première séance du séminaire qui accompagne le cours et qui cette année donc porte sur colonisation et migration. Alors dans le cadre du séminaire, on ne parlera pas beaucoup de migration, sauf dans certaines séances. Là, nous commençons par les aspects juridiques. J'ai insisté sur le fait, dans mon dernier cours, sur le fait qu'évidemment il y avait ce traitement juridique complètement différent en métropole et dans les colonies, que ce qui valait en métropole ne valait pas en colonie. Il y a un certain nombre de libertés fondamentales qui ne sont pas des produits, qui n'étaient pas des produits d'exportation vers les colonies. Mais en même temps, c'était quand même des sujets français, alors comment faire? Voilà, il y a une série de difficultés. Et ces difficultés, elles vont être prises à bras-le-corps par des corps de juristes qui vont être assez divisés sur la question. Et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui donc deux chercheuses spécialisées sous des angles un peu différents dans ce domaine. Florence Renucci prendra la parole en premier. Elle est directrice de recherche au CNRS. Elle est aussi docteur en droit. Et je ne sais pas, vous êtes toujours directrice adjointe de la maison de recherche, la mission de recherche droit et justice. C'est fini, d'accord, ok. Donc, vous avez fait des études de sciences politiques, des études de droit, et vous êtes spécialisé sur la question difficile des contacts entre différents empires coloniaux, et notamment les relations entre les différents savoirs juridiques, notamment ces tentatives de fusion ou d'articulation, enfin, vous nous préciserez tout ça, entre les normes musulmanes et les normes européennes. Vous êtes actuellement donc à l'Institut des mondes africains, l'IMAF, et vous avez toute une série de publications que vous pouvez retrouver en ligne. Enfin, la dernière, c'est la codirection avec Irène Gonzalez d'un dictionnaire des juristes colonies et outre-mer 18e siècle, 20e siècle. Mais vous avez aussi mené toutes sortes d'études sur notamment les normes au Maghreb, ça c'était déjà plus ancien. Les hommes de la décolonisation, etc., etc. Donc on a hâte de vous écouter. Laure Blévis, que je présente tout de suite, vous êtes maîtresse de conférence de sociologie à l'Université Paris-Nanterre, à l'Institut des sciences sociales du politique, qui est une des unités de recherche importantes sur la question de la sociologie politique. Et vous avez fait des recherches sur l'histoire sociale de la colonisation, sur la question des statuts juridiques, notamment en Algérie coloniale. Alors vous avez fait une thèse il y a presque 20 ans maintenant, sociologie d'un droit colonial, citoyenneté et nationalité en Algérie, 1865-1947, une exception républicaine pour l'interrogation, sous la direction de mon ami Jean-Robert Henry. Et donc, on fait régulièrement appel à vous dans les nombreux ouvrages collectifs qui sont parus sur la colonisation. On a maintenant une très grande richesse de documentation, et c'est à vous, en général, qu'on fait appel pour mettre au point la question complexe de l'accès à la citoyenneté française, notamment pour les indigènes, comme on disait, d'Algérie. Donc, je vous donne la parole, Florence, à vous. Alors, donc, vous n'avez pas de PowerPoint, mais voilà, c'est comme quoi on peut faire des exposés sans PowerPoint. Moi je peux difficilement, mais vous, ça marchera, j'en suis sûr. J'espère. Alors, je vais commencer en remerciant beaucoup le professeur François Héran pour son invitation et Oscar Bunière pour toute l'organisation. Je vais intervenir effectivement sur les juristes français face à l'exception coloniale. Et je vais vous dire immédiatement que je vais avoir un propos assez surplombant, mais j'espère que dans les questions, en fait, nous pourrons revenir dans les détails, parce que évidemment, c'est traiter une question qui est très dense et très, très complexe. Je vais vous dire aussi d'où je pars. En fait, effectivement, comme l'a indiqué le professeur Héran, je suis historienne du droit, ce qui fait que je pars normalement plutôt des textes, on va dire des textes juridiques au sens large, avec toutefois cette particularité que j'ai par rapport à ma discipline de m'intéresser plutôt aux acteurs et d'essayer de les suivre pour comprendre le droit aussi par leur biais, parce que ça nous donne en réalité des pistes un petit peu différentes de ce qui se fait traditionnellement, en tout cas dans cette discipline-là.
Alors, ces juristes français face à l'exception coloniale posent un certain nombre de problèmes, et je vais ouvrir les parapluies immédiatement. En fait, tous les termes de cette intervention, même on pourrait dire, posent problème. Parce que déjà, qu'est-ce qu'un juriste? Ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Dans ma discipline, on appelle en général juristes coloniaux des gens dont c'est la profession, mais ici, ça ne va pas être nécessairement le cas. Je vais entendre juriste dans un sens extrêmement large, qui est un sens en réalité que j'ai déjà discuté avec une équipe de recherche à l'occasion d'un dictionnaire des juristes, effectivement, qui est paru en 2022 et qui nous avait posé un certain nombre de problèmes méthodologiques, dont cette fameuse définition des juristes. Donc ici, juriste va être entendu à un sens large dans la mesure où ça peut être des personnes qui ont une formation juridique, ça peut être des personnes ou des personnes dont c'est le métier, en fait, c'est la profession, évidemment, magistrat, etc. Et ça peut être des personnes qui ont en fait acquis une expertise juridique, sont en général sur le terrain, au point que ce sont eux qui font le droit, voilà, qui, en fait, peuvent matériellement, on va dire, être qualifiés de juristes. Pourquoi je prends cette acception assez large? Parce que dans les colonies, mais ça pourrait sans doute se discuter aussi en réalité pour la métropole, la France métropolitaine, ce sont surtout ces acteurs multiples et divers qui font le droit colonial. C'est un droit qui clairement vient par le bas plutôt qu'il ne vient par le haut, parce qu'on se situe plutôt dans une situation de rareté législative. Pour vous donner un exemple très concret de l'importance d'avoir une définition large des juristes, je vais vous dire tout de suite que nous avons par exemple une femme, elles sont assez rares mais elles existent comme juristes, qui s'appelle Sœur Marie-André du Sacré-Cœur. Donc là tout de suite vous allez me dire effectivement ça ne doit pas être une professionnelle, ni une magistrate, ni une avocate. Donc, vous aurez compris que c'est une missionnaire. Eh bien cette femme, si on prend une définition trop stricte évidemment de la notion de juriste, on ne peut pas voir le travail qu'elle a fait. Or elle est à l'origine d'un des décrets Mandel de 1939 qui théoriquement oblige à ce que les femmes en Afrique subsaharienne consentent au moment de leur mariage. D'où cette définition, je vous le disais, qui semble très importante cette définition élargie de la notion de juriste. Alors après, la notion de français, française, va aussi poser problème, puisqu'on le disait tout à l'heure, quand on est en France métropolitaine, on pense tout de suite français, citoyen français ou citoyenne française. Évidemment, dans les colonies, quand on dit français, mais Laure l'expliquera mieux que moi tout à l'heure pour le cas de l'Algérie, ça peut être en réalité un statut différent qui est celui de sujet. Ça veut dire qu'on est un national français, mais qu'on n'a pas nécessairement, qu'on n'a pas d'ailleurs, la citoyenneté française. C'est même plus complexe parce qu'évidemment, quand vous allez vers la Tunisie, le Maroc ou une partie de l'Indochine, là on parle de protégés français. Donc le terme de français posait aussi là un problème. Je l'ai entendu là aussi dans un sens très large qui est celui de sujet, sachant qu'en plus, il faut savoir que dans certains territoires coloniaux, il était possible d'être juriste au service de l'organisation judiciaire française sans être citoyen. C'est le cas par exemple en Tunisie des avocats. C'est une exception par rapport évidemment à la France métropolitaine, qui peuvent être avocats alors même qu'ils ne sont pas français, soit qu'ils sont protégés tunisiens, soit qu'ils sont même étrangers. On a le cas notamment d'Italiens ou de Maltais. Donc voilà pour français. Pour ce qui est de l'exception coloniale, coloniale là est entendu non pas aussi au sens juridique très strict de colonies telles que ça existe en Afrique subsaharienne par exemple, donc qui s'opposerait au système qui existe protectoral ou encore au département d'Algérie. Là, c'est entendu au sens large aussi, qui serait plutôt évidemment celui de situation coloniale. Et on vient enfin au dernier terme, qui est celui d'exception. Alors en réalité, plutôt que l'exception coloniale, j'aurais dû dire les exceptions coloniales, parce qu'évidemment, il en existe de multiples, et en plus, elles sont complexes et changeantes selon les territoires. Donc je vous le redis, mon propos va être surplombant, mais dès qu'on rentre dans la réalité de chaque territoire, on est obligé évidemment de nuancer ce que je vais dire, etc. Voilà, là c'est plus le parapluie, c'est le parasol que j'ai ouvert, mais je préfère que ça soit dit. Alors évidemment, ces exceptions coloniales, quand on les évoque, la première chose à laquelle on pense, c'est à des régimes dérogatoires contraires aux libertés fondamentales, que ce soit en matière d'indigénat, donc ce qui est censé être du domaine administratif, mais qu'on pourrait qualifier d'administrativo-pénal, puisque les sujets français ou les protégés sont soumis à des règles dans ce domaine-là qui sont dérogatoires.
que ça concerne les séquestres, l'internement, les amendes collectives, etc. C'est vrai aussi en matière de citoyenneté, on le disait tout à l'heure, puisqu'il y a en fait une multiplicité de statuts. C'est vrai dans de nombreux domaines, l'accession aux professions d'une façon générale, à la fonction publique, aux professions juridiques, etc. etc. Donc tout de suite, on pense à ces exceptions-là qui sont, on va dire, négatives, on va dire, par rapport aux libertés fondamentales. Et c'est ce que je vais vous montrer dans un premier point. Clairement, les juristes ont plutôt légitimé le système de l'intérieur. On va essayer de comprendre comment rapidement, parce qu'eux-mêmes, en fait, sont dans un système assez dérogatoire, exceptionnel. Toutefois, même si la grande majorité concourt au système, vous verrez qu'il a existé une minorité en fait, de juristes qui est une minorité qui va au contraire résister à ce système d'exception, on va dire, dérogatoire en partie, même s'il reste légal. Ils vont résister de deux façons différentes. D'une part, ça va être une résistance dans le système colonial, donc c'est des gens qui sont plutôt en réalité légalistes, égalitaristes, mais on va avoir aussi certains juristes qui vont résister carrément au système colonial. Là, c'est une remise en cause du système colonial qui est plus rare et qui est plus tardive. Toutefois, regardez, donc ça sera mes deux premiers points, mais regarder le système, l'exception comme toujours quelque chose de négatif serait peut-être une erreur, parce que en réalité, il faut savoir que ce système exceptionnel qu'il y avait dans les colonies a aussi un intérêt du pur point de vue juridique, et c'est pas nécessairement trouvé contraire aux libertés fondamentales, etc. Et je vais prendre un exemple précis, ce sera mon troisième point, qui sera celui du pluralisme juridique et judiciaire. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'une partie du droit, des droits locaux en tout cas, et même une partie des systèmes judiciaires vont être maintenus par les colonisateurs français dans l'empire colonial, ce qui va faire qu'on va avoir plusieurs ordres juridiques et judiciaires. On appelle ça le pluralisme juridique, et on va voir comment ce pluralisme juridique, ça va remettre en cause un petit peu, de la part chez les juristes, en fait, leur propre méthode, leur approche d'autres savoirs, enfin les faire réfléchir aussi sur ce qu'est le droit, alors que évidemment, ce système de pluralisme juridique, normalement, est contraire au droit républicain, qui est un droit unifié, avec un système juridique et judiciaire unifié, etc. etc. Et dans ma conclusion, la conclusion est une conclusion surprise. Alors, ces juristes au service de la colonisation, je vous le disais, ils sont dans un système qui est qui est en grande partie exceptionnel, y compris d'ailleurs en Algérie, même si l'Algérie est divisée en départements français. Du point de vue judiciaire, il est exceptionnel à deux points de vue essentiellement. Un point de vue qui est celui des ordres de juridiction. Il y a une dualité d'ordres de juridiction, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez un système où vous avez des tribunaux français avec la cour d'appel, pas de cour de cassation par contre, c'est la cour française qui est compétente. Et à côté, vous avez un système en fait avec des magistrats locaux, que ce soit cadis, mandarins, etc., selon les territoires. Alors cette dualité de juridiction, c'est une première exception évidemment à l'organisation judiciaire telle qu'elle existe en France, et elle pose un problème qui est le problème de la discrimination, c'est-à-dire qu'on aurait selon en fait le statut qu'on a, on est compétent, enfin on est justiciable d'une ou de l'autre de l'une ou de l'autre juridiction. Donc il n'y a pas d'égalité véritablement des justiciables de ce point de vue. Le deuxième point essentiel dérogatoire, plus important peut-être, est évidemment l'absence de séparation, grosso modo, qui varie entre les territoires là encore, mais l'absence de séparation entre l'administration et la justice. Alors ça veut dire quoi ? Je vous dis, ça varie évidemment selon les territoires, c'est moins vrai au Maghreb, mais c'est particulièrement vrai en Afrique subsaharienne, où les administrateurs, donc qui font partie de l'ordre administratif, sont présidents, on va dire, des tribunaux indigènes. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'ils font office à la fois d'administrateurs et de juges, ce qui évidemment est contraire à la séparation des pouvoirs. Dans ce système exceptionnel et assez liberticide, on est d'accord, les magistrats, les avocats, enfin, en tout cas les juristes qui sont sur place, sont eux-mêmes en fait dans un système dérogatoire. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas toutes les garanties en tant que professionnels qu'ils auraient s'ils étaient en métropole. Je vais vous donner deux exemples précis, celui des magistrats et celui des avocats. Dans les magistrats,
grosso modo, on va dire, il en existe deux types, qui sont d'une part les magistrats coloniaux et d'autre part les magistrats de l'ordre judiciaire français. Les magistrats coloniaux, c'est des gens qui ont été nommés sur dossier, puis après sur concours en passant par l'école coloniale quand elle est créée, et qui dépendent du ministère des colonies. Donc là, on voit clairement comment le lien d'obéissance se fait, alors même que la justice est censée être indépendante. De l'autre côté, vous avez les magistrats de l'ordre judiciaire qu'on rencontre essentiellement en Algérie, en Tunisie aussi, un petit peu au Maroc, très rarement dans les autres territoires, même s'il y en a quelquefois. C'est-à-dire c'est des magistrats qui font leur carrière en France métropolitaine et qui, à un moment, passent par l'un de ces territoires. Ces magistrats-là, ils sont dans l'ordre judiciaire français, donc eux dépendent du ministère de la Justice, donc on pourrait penser qu'ils ont moins de pression. En réalité, même eux, quand ils sont sur le sol colonial, ont des droits en moins. Et l'un des droits essentiels, qui est le plus souvent cité, évidemment, c'est la question de leur inamovibilité. Ça veut dire quoi, l'inamovibilité? Vous savez que depuis 1883 en France, les magistrats sont inamovibles, c'est-à-dire, enfin ceux du siège bien sûr, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les déplacer contre leur consentement, même si c'est pour avoir un meilleur poste, on va dire. Dans les territoires coloniaux, il n'y a pas d'inamovibilité. C'est-à-dire qu'un magistrat français qui ferait sa carrière ici, au moment où il pose le pied en Algérie, va devenir amovible, ce qui veut dire qu'il peut être finalement déplacé au bon vouloir de sa hiérarchie, ce qui évidemment pose d'importants problèmes en lien avec l'indépendance de la justice. Alors c'est vrai que cette question de l'inamovibilité, la movibilité, elle a été faite au départ pour des questions pratiques, mais bon, on voit bien les conséquences que ça peut avoir. Et il faut attendre 1921 en Algérie pour que les magistrats algériens arrivent à être inamovibles, et seulement 1946 pour les autres territoires. De la même façon, les avocats. En réalité, dans les colonies, va être créé un statut particulier qui est celui d'avocat défenseur. Les avocats défenseurs, ce sont des personnes qui jouent à la fois le rôle d'avocat et d'avoué, après ça a été supprimé, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'en fait, ces avocats défenseurs sont nommés nécessairement par l'administration coloniale. Donc en fait, ils dépendent aussi de l'administration coloniale. Mais parallèlement, vont se mettre en place des barreaux avec des avocats plus libres. D'ailleurs, on appelle ça des barreaux libres, notamment, on a le cas en Tunisie. Et donc, on va voir évidemment des professions qui, elles, vont essayer de se détacher un peu de ces formes de domination. Donc, vous voyez que les magistrats, les avocats, etc., eux-mêmes sont sous l'emprise, potentielle en tout cas, du système administratif, en particulier du gouverneur, qui a en fait des pouvoirs extrêmement importants. On le voit dans les dossiers de magistrats ou dans les dossiers, dans la correspondance par rapport aux avocats défenseurs, par exemple, puisque le gouverneur, en particulier pour les magistrats coloniaux, met lui-même des remarques sur les magistrats. C'est-à-dire que finalement, leur notation dépend du gouverneur général, donc dépend de l'administration. Donc on voit à ce à quoi ça peut aboutir. Ces juristes, donc, ils appliquent un droit qui va être le droit dominant colonial en matière foncière, etc. Et on peut dire que même sans se positionner, rien qu'en appliquant le droit, rien qu'en produisant de la doctrine, c'est-à-dire des écrits, des commentaires en fait sur ce droit, ils légitiment en réalité le système. Ça, c'est pour la masse. Après, évidemment, il y a des juristes qui sont allés même plus loin dans la justification des dérogations, des discriminations, etc. Pour vous en donner deux exemples, on a De Clareuil qui justifie la séparation juridictionnelle pour des questions raciales. On a aussi Arthur Giraud, évidemment qui est très connu, mais qui n'est pas nécessairement représentatif de la masse des juristes, mais qui est très connu puisqu'il a fait un manuel qui a été réédité plusieurs fois en métropole et qui était le manuel de référence pour les étudiants et qui lui-même, évidemment, est un soutien des thèses spenceriennes, etc. Donc on voit bien où il se situe. Alors quelquefois, quand même, là je vous dresse un portrait assez général, mais il est évident que quand vous rentrez dans la jurisprudence, là vous avez des situations beaucoup plus complexes et quelquefois quelques surprises, il faut le dire. Je vais vous donner un exemple précis. Qui concerne en Algérie les mariages mixtes entre une citoyenne française et un sujet français.
Jusqu'au début du XXe siècle, quand il y avait un mariage entre une citoyenne française et un citoyen français et qu'ils avaient des enfants, les enfants suivaient le statut du père, ce qui était logique puisque en droit français, droit patriarcal, on suit le statut du père, et même si ça avait été de toute façon dans les normes musulmanes, c'est exactement la même chose. En 1903, la Cour d'appel va réorienter, on va dire en partie, la jurisprudence et décider que, pour des raisons... Finalement, c'est une décision qui est politique, on est bien d'accord. L'enfant va suivre le statut de sa mère. C'est pour qu'il soit citoyen, parce que, évidemment, là, la Cour d'appel, en tout cas les magistrats à cette époque-là, sont dans une vision assimilationniste. Alors, c'est assez amusant parce que vous voyez là que vous avez finalement on va dire une forme de domination, qui est la domination coloniale, qui s'exerce par ce changement jurisprudentiel, qui concurrence une autre domination, qui est la domination patriarcale. Parce que là, les citoyennes françaises vont avoir, en Algérie, sur ce point précis, vont avoir davantage de droits qu'elles n'auraient en métropole. En métropole, évidemment, d'après le Code civil, jamais elles ne pourraient passer leur statut à leur enfant. Alors là, elles le font parce que finalement, la logique coloniale prédomine sur la logique patriarcale. Dans ce cas, bien sûr, ce cas est extrêmement précis. Donc ces juristes, ils légitiment, ils concourent par plein d'autres manières aussi, notamment par la fabrication du droit. Je vous le disais, on est en état de rareté législative, donc le droit passe essentiellement par les circulaires, par les règlements, etc. Là, la hiérarchie des normes, il faut l'oublier en réalité, enfin ou quasiment. Il y a un petit peu une législation, etc. Mais la plupart du droit se fait par le bas, et d'où l'importance de ces juristes, des administrateurs, des juristes d'une façon générale qui concourent par les commissions, etc., même le travail de doctrine et de jurisprudence qui concourent à la fabrication véritablement du droit. Alors, je vous rassure quand même, dans cette masse, il y a toujours une résistance, et certes minoritaire, même s'il est très difficile quantitativement d'évaluer tout ça, tant que l'ensemble des archives, évidemment, n'a pas été ouvert, mais il existe des oppositions. Alors ces oppositions, elles sont quelquefois très difficiles à identifier parce que déjà les magistrats ont une forme de devoir de réserve liée à leur dignité au sens juridique, qui fait qu'on a assez peu de témoignages directs, évidemment, de magistrats. Mais je pense à Albert Fermé, une notice de Farid Lecal dans le dictionnaire, où on a le témoignage de Fermé qui parle au jeune Marx, qui est l'ami d'un ami à lui, et qui lui explique qu'il est quand même dégoûté par le fait que ses collègues n'appliquent pas le droit de la même façon quand il s'agit d'Algériens et pas d'Algériens. C'est dans ces infimes, en fait, quelquefois témoignages qu'on peut trouver certains avis. Après, on peut en trouver évidemment des plus directs, et notamment dans la résistance dans le système colonial. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de remettre en cause le système colonial, mais plutôt ces aspects exceptionnels ou ces pratiques exceptionnelles qui sont des pratiques discriminantes. C'est le cas notamment avec des résistances plus visibles qui sont celles de certains administrateurs, Félix Eboué, Maximilien Liontel, qui tous les deux subissent eux-mêmes des remarques discriminatoires par rapport à leur couleur de peau et qui dénoncent en fait, qui dénoncent non seulement évidemment cette attitude des autres administrateurs, mais aussi le fait que par exemple dans les prisons, les prisonniers soient séparés selon le fait qu'ils soient noirs ou blancs. C'est le cas aussi d'un administrateur comme d'un inspecteur des colonies qui s'appelle Bernard Sol, ou encore de Mattei, qui sont des gens qui est un administrateur aussi, et qui sont des gens qui vont essayer de lutter contre les abus de certains gouverneurs. Voilà, enfin, on pourrait multiplier les exemples, même s'ils sont minoritaires, évidemment. Ces exemples existent, sont en général des gens qui sont extrêmement, en réalité, légalistes et égalitaristes, en fait, même s'ils restent dans le système colonial. L'un des plus connus, sans doute, est Émile Larcher, qui est un professeur de droit et avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme, qui, en 1902, va commencer à écrire des textes très virulents contre les tribunaux répressifs en Algérie, contre les cours criminelles en Algérie et contre les pouvoirs exorbitants qui sont donnés à ce moment-là aux administrateurs dans les communes mixtes qui peuvent à peu près tout faire à partir du début du XXe siècle. Ça va changer dans les années 30. Et donc il est très critique à l'égard de ces institutions en expliquant qu'elles sont illégales, discriminatoires, etc. Là, le problème se pose entre qu'est-ce qui est de l'ordre du dérogatoire et à quel moment on passe en fait véritablement dans l'illégalité.
Après, à côté de ces oppositions dans le système colonial, vous allez avoir des oppositions au système colonial. Alors là, en général, on vous parle évidemment à partir de la Seconde Guerre mondiale, surtout avec 1947 à Madagascar, etc. Et après, on vous parle beaucoup des avocats, en grande partie des avocats qui étaient métropolitains, mais il y en a aussi dans les territoires coloniaux. Pensons à Gisèle Halimi, pour citer quelques femmes dans le... voilà. Mais en réalité, il faut savoir que simplement, évidemment, ils ne sont pas tous nécessairement pour les indépendances. Quelquefois, ce sont des gens qui défendent simplement au nom du droit les indépendantistes, mais certains, évidemment, prennent aussi fait et cause. Enfin, il y a des travaux sur ça, je vous renvoie à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a des gens moins connus qui ont commencé avant à s'opposer, enfin des juristes moins connus qui ont commencé avant à s'opposer au système colonial lui-même, et sans doute ça mériterait une étude plus approfondie. Je pense notamment à Madagascar. À partir de 1929, vous avez 3 avocats. Samuel Stéphanie, qui est malgache, Barthélemy Albertini et Paul Dussac, qui, même si à la base sont eux aussi légalistes et égalitaristes, vont passer, au fur et à mesure des années, vont devenir indépendantistes dans les années 1935-1936, aussi parce qu'ils vont en fait subir, on va dire, le courroux du gouverneur général auquel ils s'opposent, puisque ce sont des gens qui défendent l'abolition du travail forcé, qui défendent l'abolition de l'indigénat, etc. etc. Donc voilà pour ces critiques, on va dire ces oppositions même minoritaires. On va légèrement peut-être se décentrer notre regard pour s'interroger sur est-ce que les exceptions juridiques sont toujours des exceptions en fait négatives, ou en tout cas qui atteignent les libertés fondamentales. Elles peuvent atteindre les principes du droit républicain sans nécessairement atteindre en fait les libertés fondamentales. C'est peut-être le cas du pluralisme juridique et judiciaire, qui donc est une exception. Enfin, si on compare au droit français, évidemment, post-révolution, qui est une exception au droit, puisque vous avez plusieurs droits, effectivement, qui peuvent cohabiter, et plusieurs systèmes judiciaires, et qui posent d'ailleurs la question de où est-ce qu'on les place dans la hiérarchie des normes. Donc, les juristes se sont beaucoup posé la question. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous indiquer que, évidemment, ces juristes, dont certains avaient à rendre les droits locaux. Enfin, ils devaient parce que certains magistrats, par exemple, devaient rendre justice en matière de droits musulmans, etc. Donc, évidemment, ça demandait une certaine connaissance de ces droits locaux. Et cette connaissance des droits locaux, elle s'est faite, évidemment, les juristes français, la première chose à laquelle ils ont pensé, c'est chercher des textes surtout. Mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que chercher des textes n'était peut-être pas la bonne solution, qu'il n'y en avait pas, ou qu'ils étaient peut-être un petit peu anciens, enfin qu'ils faisaient fausse route. Et que ce qu'il fallait faire, c'était plutôt prendre des méthodes ethnographiques, on va dire, et tenter des enquêtes sur le terrain. Et là, vous allez avoir des juristes qui vont faire rentrer finalement dans leur méthodologie d'autres savoirs, des savoirs ethnographiques, à partir d'enquêtes, des enquêtes massives qui se passent en Indochine, mais aussi des enquêtes de terrain. Et il n'est pas négligeable de constater que, par exemple, en Algérie, une enquête, on va dire, une des plus approfondies, parce qu'il y en a quelques-unes avant, mais une des plus approfondies qui se fait, par exemple, sur les femmes Chaouia de Lorès, c'est une juriste qui l'a fait, c'est Mathéa Gaudry, et ce sera ensuite des anthropologues qui vont venir, Denise Polm, etc. Si c'est une femme, c'est pas un hasard, c'est parce qu'évidemment, les colonisateurs se sont dit que pour rentrer dans l'espace féminin, il valait mieux des femmes. Outre ces changements juridiques qui vont aller... en tout cas, ces interrogations sur la méthodologie juridique, qui vont aller assez loin, même dans le croisement entre la médecine et le droit, et qui, attention, ne sont pas nécessairement synonymes d'ouverture d'esprit par rapport à l'égalité. Ce n'est pas parce qu'on est ouvert méthodologiquement d'esprit qu'on a une vision de la colonisation, anticoloniale, ou même qu'on remet en cause le droit tel qu'il s'applique. Mais à côté de ce renouvellement, en tout cas de l'intérieur, on va avoir d'autres tentatives très intéressantes et qui sont effectivement cette question, alors on pourra discuter de l'appellation, mais de mixité des droits. C'est-à-dire que puisqu'on ne peut pas modifier certains droits de façon radicale, rapide et définitive, il va y avoir des tentatives de modifier les droits locaux,
notamment le droit musulman, enfin les normes musulmanes, de l'intérieur. Donc on a le code de Moran en Algérie qui est assez connu pour ça, mais le plus intéressant sans doute est plutôt la codification de David Santiana, qui est un juif tunisien qui a travaillé au départ sous le B de Tunis, etc., mais qui va, à la demande des autorités françaises, créer un code des obligations, qui en fait est un code des obligations où il rapproche systématiquement dans chaque article le droit de différents pays européens et le droit musulman. Donc il y a une forme de travail d'orfèvre de ce point de vue-là, mais en tout cas qui interroge sur la possibilité, effectivement, de créer des formes de droits qui seraient des droits mixtes, voire on est aussi dans l'époque de la mythologie, de la formation d'un droit universel, donc ça interroge sur tout ça. En tout cas, ce code des obligations de David Santiana, c'est aujourd'hui encore le code des obligations tunisien, qui a subi quelques aggiornamentos, c'est normal, pardon, mais il va être ensuite repris au Maroc en 1913, au Liban en 1932 et en 1989 en Mauritanie, dans la perspective de réislamiser une partie du droit. Donc vous voyez que en fait, ces circulations juridiques, elles passent complètement. Enfin, le temps du droit n'est pas le temps politique, évidemment, et ces circulations sont pour ça assez intéressantes. Puis il faut les resituer dans les contextes particuliers des États. Je vous le disais, en Mauritanie, c'est dans un contexte particulier c'est dans un contexte très, très spécifique. Mais au-delà de cette question dire plutôt que cette question du pluralisme juridique, c'est une exception au droit français, ça pose quand même question. Pourquoi est-ce que ça pose question ? Parce que est-ce que, dans la réalité, le droit français est vraiment anti-pluraliste ? Alors, je vous pose la question parce que c'est oublié un peu facilement que toute une partie en tout cas, du droit de certains territoires qui ont été plus tardivement ou qui ont été plus tardivement incorporés dans le territoire ou qui ont subi quelques allers-retours pour des raisons historiques, c'est oublier que certaines de leurs règles ont perduré. C'est le cas notamment en Alsace, évidemment, avec au départ des règles quand même qui sont profondément, certaines sont conservées pendant très longtemps et des règles qui sont profondément différentes, mais on pourrait citer aussi d'autres territoires et en particulier du point de vue politique la Corse. Alors ça pose une question plus générale. Est-ce que c'est si finalement, le droit, les exceptions coloniales sont si exceptionnelles que ça ? Et en guise de conclusion, je vais soumettre de façon là aussi peut-être un peu caricaturale, mais qui permettra quand même de nous interroger, je vais vous soumettre une petite comparaison. On a tendance à penser que le fait d'être sujet est une exception, donc les sujets coloniaux seraient une exception au principe général qui serait celui de la citoyenneté. Maintenant, si nous comparons quelles étaient finalement la situation des sujets coloniaux avec la situation des femmes, est-ce qu'on dirait, en métropole, est-ce qu'on dirait également la même chose ? Je m'explique. Les sujets coloniaux, parce qu'ils sont sujets et non citoyens, sont soumis à un certain nombre de règles. On parlait des questions d'indigénat, l'impossibilité d'accéder à certaines professions, des questions pénales, plus généralement, les questions civiles qui ne sont pas traitées également de la même manière. D'accord, donc on comprend bien que le fait d'être sujet, finalement, a des conséquences dans différentes branches du droit, des conséquences plutôt qui vous enlèvent des droits, on est bien d'accord. Maintenant, de l'autre côté, on a tendance à dire qu'on est en phase de citoyennes et citoyens français en métropole. Mais si on regarde bien, au moins jusqu'en 1945, à quoi sont soumises les femmes ? Elles n'ont pas les droits politiques. En matière pénale, par exemple l'adultère, et en particulier l'excuse d'adultère, est quand même une dérogation un peu conséquente, on va dire. De la même façon, elles n'accèdent pas à beaucoup de professions, en particulier dans la fonction publique, etc. Et en matière civile, évidemment, impossibilité de témoigner jusqu'en 1897 devant les notaires, etc., dans les actes privés, impossibilité de disposer de son salaire avant 1907, question des comptes en banque, tout ce que vous savez. Et donc on peut se demander si, finalement, plutôt que citoyennes, ces femmes ne sont pas elles-mêmes des sujettes.
Et alors, si on ajoute aux sujets coloniaux les sujettes métropolitaines, est-ce que les sujets ne sont pas la règle et les citoyens l'exception? Je vous remercie. Bon, on nous avait promis une conclusion surprenante. C'est chose faite. Maintenant, Laure, à vous d'être encore plus provocante. On vous écoute. Donc, bonjour. Merci beaucoup, François Héran, pour cette invitation et Osge pour Mina pour avoir tout si bien organisé. Alors, moi, j'ai un petit PowerPoint, mais je ne suis pas toujours parfaitement douée pour la technique. Donc, moi, je vais vous présenter une communication qui sera effectivement un peu plus centrée sur un territoire, l'Algérie, j'y reviendrai, et qui va développer un certain nombre de points abordés par Florence Renucci en essayant de comprendre comment cette question des statuts et de l'exceptionnalité ou non du statut de colonisé, de sujet colonial, d'indigène, comment elle se traduisait en pratique en prenant une entrée, j'y reviendrai, un peu, sinon originale, ou en tout cas qui a longtemps apparu un peu illégitime dans l'historiographie, qui est celle du changement de statut, du passage du statut d'indigène, pour reprendre la catégorie juridique, de colonisé, à celle de citoyen. Donc il s'agit d'une question complexe qui a occupé les juristes coloniaux, comme l'a bien montré Florence, avec toujours ce problème que l'on peut avoir lorsqu'on travaille sur la colonisation, de la question des termes. Vous voyez bien que le titre, c'est « L'accès à la citoyenneté française en Algérie coloniale » et non ce qui aurait été le terme le plus évident, qui est précisément le terme utilisé aujourd'hui et à l'époque pour parler de ce passage, à savoir le terme de naturalisation. Et cette ambiguïté entre est-ce qu'on parle d'accès aux droits de citoyen ou à la citoyenneté ou la naturalisation, ça va nous permettre de pointer une question centrale qui est de savoir concrètement qu'est-ce que c'est qu'être un colonisé, qu'est-ce que c'est qu'être un sujet colonial, qu'est-ce que c'est qu'être un indigène, au regard d'autres pôles de comparaison que sont les citoyens français ou les étrangers plus classiquement. Donc ça va permettre d'essayer de creuser un peu en pratique qu'est-ce que ça veut dire qu'être un colonisé ou d'accéder au statut de citoyen. Deuxième point qui va un peu courir tout le long de ma communication, sur laquelle on pourra revenir dans la discussion si on a le temps. Cette entrée-là va permettre un peu de poser la question centrale du séminaire cette année, à savoir celle des liens entre colonisation et immigration, à deux points de vue, à savoir de se poser la question de voilà, mais quels sont les points de convergence, de continuité entre la colonisation et l'immigration, entre le statut ou le fait d'être un indigène et le fait d'être un immigré étranger aujourd'hui. Et donc, quels sont les points de continuité ou de rupture, premièrement. Et deuxièmement, et j'y reviendrai dans la dernière partie de mon intervention, je vais m'intéresser plus particulièrement à la question des naturalisations, pour reprendre quand même le terme, qui est le terme de l'époque aussi, non pas de tous les Algériens qui ont demandé à accéder à la citoyenneté française, mais plus précisément la question, dans l'entre-deux-guerres, des immigrés algériens, donc justement des premiers immigrés coloniaux, qui, en territoire métropolitain, vont lancer cette procédure conjointement avec une énorme masse d'étrangers, d'immigrés étrangers qui aussi fait cette procédure. Et on ne s'est pas du tout concerté avec Florence Renucci, mais effectivement, un des fils directeurs, parce que ça correspond à une de mes recherches plus récente, va être cette question des mariages mixtes, parce qu'on va voir que dans les naturalisations, dans l'immigration algérienne de l'entre-deux-guerres, on va avoir beaucoup de situations d'immigrés algériens qui ont épousé et où, ça va être un peu sur le calvaire, vivent
maritalement, comme on disait à l'époque, en concubinage avec des femmes françaises, et comment ça se joue aussi dans cette question des naturalisations. Donc, c'est assez large, donc je vais essayer à la fois de tout présenter, certainement des fois peut-être d'aller un peu vite, donc il ne faudra pas hésiter à revenir dessus dans la discussion. Mais en gros, je vais essayer de vous faire une présentation en 3 temps. Un premier temps qui est de sa manière le plus technique, mais sur lequel je reviendrai peut-être plus rapidement, parce que Florence en a déjà un peu parlé, c'est la question un peu dans quel cadre juridique on s'inscrit, la question du droit, la question des statuts, et plus largement qui sont les colonisés, ou plutôt que sont les colonisés ou les habitants de l'Algérie. Et derrière cette question des statuts, c'est effectivement la question de la signification de la colonisation. Qu'est-ce que c'est que coloniser un territoire, et en particulier, qu'est-ce que c'est que coloniser un territoire qui est déjà peuplé? Donc ça, bon, voilà, rapidement, mais c'est un peu. Dans un deuxième temps, je reprendrai effectivement mon enquête un peu plus ancienne sur la question des naturalisations dans le premier temps, enfin jusqu'à la Première Guerre mondiale, et donc là des naturalisations qui vraiment sont centrées sur le territoire algérien, donc entre 1865 et on va dire 1919. Et enfin, dans un dernier temps, je vous présenterai donc une enquête beaucoup plus récente et actuelle sur les naturalisations des immigrés algériens dans l'entre-deux-guerres, avec cette question en particulier de la mixité conjugale et des familles aussi, des enfants issus de ces mariages mixtes. Donc, tout d'abord, que sont les colonisés? On ne sait pas très bien comment parler. Florence Fouché nous l'a parlé. Pendant longtemps, enfin, on peut penser la question de la colonisation comme étant un lieu d'exception. Et Florence, à juste titre, souligne que voilà, la question de l'exception, c'est quelle est la norme, et la citoyenneté est-elle vraiment la norme? Je rejoins un peu cette conclusion, sinon polémique, en tout cas forte, de Florence, avec effectivement la comparaison avec les femmes qui est intéressante, et sur laquelle je reviendrai, à la fois les femmes françaises, qui sont souvent dites dans les textes citoyennes, alors que quelle citoyenneté avant 1944, mais également les femmes algériennes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui nous semble exceptionnel, ou en tout cas contradictoire, il faut comprendre que ça l'était également, en tout cas perçu comme tel, pendant la période coloniale. En tout cas, pour le dire plus précisément, si on prend l'Algérie, qui va servir un peu de matrice pour l'ensemble de l'Empire, la question des statuts, de qui sont ou que sont les sujets colonisés, en particulier au regard de la nationalité, cette question-là, elle ne va pas être résolue immédiatement. C'est-à-dire que c'est au moment de la conquête de l'Algérie, pendant tout un... Voilà, à partir de 1830, l'Algérie, donc effectivement, est première colonie qui va être pensée comme une colonie de peuplement, et qui, de fait, est un peu originale dans l'Empire, parce que, précisément, elle est marquée par une diversité de population. On a, si on prend le recensement de 1886, on a à peu près 3 millions d'indigènes musulmans, entre guillemets, 50 000 juifs, mais également 220 000 Français émigrés de métropole, mais également, voire, mais surtout, du côté des Européens étrangers, espagnols et italiens, à raison d'environ 210 000 au recensement de 1886, ainsi que des immigrés, on l'oublie aussi, et là je ne le développerai pas, mais c'est assez important dans cette histoire, d'autres pays du Maghreb, en particulier des Marocains et des Tunisiens, 17 500 pour les premiers et 4 000 pour les suivants. Donc au début de la conquête, la question du statut juridique des différentes populations ne va pas être, contrairement à ce qu'on pourrait penser, immédiatement levée. On a 2 textes qui essayent de poser un petit peu cette question-là. Le premier, c'est l'ordonnance du 22 juillet 1834, qui déclare l'annexion à la France de l'Algérie, du territoire conquis, et qui, ce faisant, implique que la sujétion ottomane précédente est abolie. Donc, le territoire est un territoire français, est une terre française. Mais les populations elles-mêmes, rien n'est dit sur qui ils sont, leur statut.
à ce premier texte-là se rajoute un deuxième texte, l'acte de capitulation du 5 juillet 1830, qui reconnaît aux habitants de l'Algérie le libre culte et le respect de leurs traditions religieuses. Alors on pourrait dire, voilà, c'est la laïcité à la française qui reconnaît les droits religieux des uns et des autres. Derrière cette question du culte, Florence nous en a parlé, derrière le culte, c'est la question des droits. C'est-à-dire que reconnaître les cultes, c'est justement mettre en place le pluralisme juridique. C'est dire que les populations, selon leur confession religieuse, sont ressortissent de droits différents, du droit musulman pour les musulmans, de ce qu'on va appeler le droit mosaïque avec les tribunaux rabbiniques pour les juifs, et puis pour les Européens, le code civil napoléonien avec les juridictions dites françaises. Donc, on a cette distinction-là, mais on ne va pas encore préciser. Il y a une ambiguïté sur savoir, voilà, les colonisés, que moi j'appelle, maintenant on appellerait les Algériens, mais qui n'ont pas encore ce terme d'Algérien qui est totalement anachronique. Qui sont-ils? Sont-ils français? Mais s'ils sont français, surtout après 1848, sont-ils citoyens ou pas? Enfin, il y a une forme d'ambiguïté. Ce qui est, c'est que cette ambiguïté, elle n'est pas sans conséquence. Là, de nouveau, je vais rejoindre un peu par hasard et sans qu'on se soit concerté, ce que nous a présenté Florence Rinucci, c'est que le statut de national français ou de citoyen, ça entraîne un certain nombre de conséquences. Alors les droits politiques, on y pense, bien entendu, les élections, mais plein d'autres choses, et en particulier l'accès à certaines professions. Et en particulier, l'accès à la profession d'avocat. Or, c'est autour de cette question de qui peut être avocat ou pas que les Français vont être obligés de repréciser le statut, que sont les Algériens. Donc, pour aller assez vite, mais on est dans les années 1860, et on a un jeune juif d'Alger qui s'appelle Élie Léon Hénos, qui est aussi célébré parce que c'est le premier bachelier juif, donc titulaire du baccalauréat à Alger, qui va être envoyé par ses parents en France à la faculté de droit de Paris, qui est diplômé de la faculté de droit de Paris, qui va s'inscrire comme avocat à Paris, et qui en 1861 revient à Alger et cherche à se faire inscrire au barreau d'Alger. Donc, alors, il y a plusieurs noms possibles, mais celui qui est retenu, celui à partir duquel justement il va demander sa naturalisation, c'est Hénos, E-N-O-S. Et donc, il cherche à s'inscrire comme avocat, en disant « j'étais avocat à Paris, en toute logique, je peux être avocat à Alger ». Et le barreau d'Alger refuse son inscription en disant « pour être avocat, il faut être français ». Or, Hénos, n'étant pas né sur le sol de France, n'étant pas né de parents français, il n'est pas français, donc il ne peut pas être avocat. Donc, refuse son inscription. Seulement, Hénos, il est avocat, donc il s'est dit, bon, je ne vais pas me laisser faire. Il fait appel, va voir le juge de paix, et le juge de paix lui donne raison, en disant, oui, Hénos, donc il est indigène israélite, comme on disait à l'époque. Il est né, il n'y a plus de sujétion ottomane, donc Hénos ne peut être que de la qualité, ne peut avoir que la qualité de français, c'est-à-dire la nationalité de française. Et puis l'arrêt de la cour d'appel donc reconnaît donc la nationalité française de Hénos, mais s'entend bien que c'est quand même toute la colonisation peut être en jeu, parce que c'est tous les colonisés sont français et citoyens. L'idée même d'une colonisation, enfin d'une domination par une minorité française sur une grosse population commençait à être un peu mise à mal, et donc immédiatement l'arrêt de la cour d'appel indique qu'il est français, mais cette qualité de français n'entraîne pas la jouissance de tous les droits de citoyen. Et le jugement ajoute, cependant, dans les statuts d'avocat, rien n'est dit sur le fait qu'il faut absolument être citoyen. Donc, Hénos peut être avocat parce qu'il est français, mais il ne peut pas prétendre à la qualité de citoyen. Donc ça va faire toute une
forme d'agitation dans l'administration coloniale. Ils vont essayer de faire appel, ça va à la Cour de cassation, qui confirme le jugement. Effectivement, Hénault, c'est français. Il ne peut pas être autre chose, c'est pour ça qu'il est français. Et ce faisant, pour un peu établir cette nouvelle jurisprudence, un texte qui fait un peu valeur de loi, en cette fin du Second Empire, va être passé. C'est le fameux Cetanus Consulte du 14 juillet 1865, qui pour la première fois va vraiment préciser le statut des populations. Donc il y a 3 articles dans ce Cetanus Consulte, et donc je vous les reproduis. Donc il nous dit « L'indigène musulman est français. Néanmoins, il continuera à être régi par la loi musulmane. » Donc c'est ce qu'on avait vu, principe de l'acte de capitulation, et c'est à partir de là qu'on a ce pluralisme juridique, ce qu'on avait appelé, on va dire, qu'il conserve son statut personnel pour tout ce qui est de l'ordre du droit de la famille ou un certain nombre, voilà, le régime de l'indigénat plus tard, il est injusticiable à part. Et deuxième moment qui nous intéresse, il peut être admis, non, troisième moment plutôt, il peut sur sa demande être admis à jouir des droits de citoyen français. Dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France. Donc, qu'est-ce que nous dit le texte? C'est que confirme la jurisprudence. Donc là, on a les indigènes musulmans. Hénault, c'est un indigène israélite, mais vous voyez, l'article 2 reprend à l'identique musulmans et juifs en 1865. Et donc, il nous dit 2 choses. Il nous dit, voilà, les colonisés ont bien la nationalité française, mais ils restent des justiciables à part, et on comprend qu'ils n'ont pas la citoyenneté par un biais détourné en disant mais ils peuvent devenir citoyens, donc sous-entendu ils ne l'étaient pas avant, via une procédure spéciale pour accéder aux droits de citoyen, mais ce faisant, ils n'ont plus leur statut personnel particulier, ils deviennent soumis au Code civil. Donc se met en place cette idée d'une séparation qui n'existe pas telle qu'elle, en tout cas pensée de façon aussi explicitement en métropole, d'un statut d'indigène qui est un colonisé de nationalité française, mais pas de citoyenneté, avec justiciable particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que le Cetanus Consulte a un 3e article qui lui concerne les étrangers. Les étrangers, alors sous-entendu européens, mais qui va être aussi saisi par d'autres étrangers, justement les Marocains, les Tunisiens, qui, eux, vont avoir une procédure de naturalisation facilitée par rapport à la situation en métropole. Alors pourquoi? Je vais très vite, mais c'est parce que justement les Européens non français en Algérie commencent à devenir plus nombreux que les Français d'Algérie. D'une certaine manière, la colonisation de peuplement est un échec. Et dans ces périodes de tension impériale, l'administration coloniale en Algérie commence à sentir que, en particulier, les Espagnols deviennent de plus en plus nombreux et que l'Espagne pourrait peut-être commencer à revendiquer la colonie algérienne. Et donc, il y a une volonté de franciser un peu tous ces Européens d'Algérie. Alors, je vais aller très très vite parce que là, j'aimerais bien rentrer dans le vif du sujet et j'ai déjà très très peu de temps qui me reste. Donc se met en place avec le Cetanus Consulte vraiment une idée qui va durer en fait pendant toute la période coloniale et qui va être exportée dans les autres colonies. Donc c'est une espèce de cette idée que le statut d'indigène, c'est le colonisé qui a la nationalité mais sans la citoyenneté, mais avec une procédure spécifique. Alors le Cetanus Consulte tenait ensemble juifs et musulmans. Les deux, dans l'article 1 et 2, le cas des Juifs algériens va être disjoint par le fameux décret Crémieux du 24 octobre 1870 qui fait accéder en bloc et de façon massive les Juifs algériens dans la citoyenneté, moyennant perte de leur statut personnel juif. Alors je ne reviendrai pas, si vous voulez, dans la discussion sur l'origine, qui est certainement une origine métropolitaine du décret Crémieux. Cela dit, ce qu'il faut voir, c'est que le décret Crémieux a quand même suscité un certain nombre de résistances. Résistances, on l'a un peu oublié dans les milieux juifs algériens, et en particulier auprès des pouvoirs du monde des rabbins algériens, puisque auparavant, c'est quand même un sacré pouvoir d'être ceux qui administrent la justice dans la communauté, et de fait, avec le décret Crémieux, tous les juifs algériens sont soumis au code civil, aux juridictions françaises, et donc c'était pas sans résistance. Mais surtout, il y a eu beaucoup de résistance de l'administration coloniale française, avec un fort antisémitisme qui va se réveiller régulièrement
pendant toute la Troisième République, et avec l'idée que le décret Crémieux va devenir un peu le contre-exemple, ce qu'il ne faut pas faire avec les musulmans, cette espèce d'introduction massive dans la citoyenneté. Et comme vous le savez, le décret Crémieux sera aboli sous Vichy, mais qui répond en fait à des demandes anciennes d'élus sur des listes anti-juives pendant toute la période coloniale. Drumont était un député d'Alger, on a tendance à l'oublier. Dernier moment de cette histoire, on y reviendra. Pendant la Première Guerre mondiale, les troupes coloniales ont joué un grand rôle, et en particulier les troupes d'Algérie. Et il va y avoir une pression en disant mais c'est pas tout à fait normal. En 1912, un service militaire a été mis en place, alors par tirage au sort, mais quand même qui va faire une participation de plus en plus grande des Algériens dans l'armée française et un rôle très important pendant la Première Guerre mondiale. Et donc pendant toute la Première Guerre mondiale, il va y avoir l'idée que c'est pas tout à fait normal de demander à des gens de défendre la France et en même temps de les séparer de la citoyenneté. Et donc il va y avoir cette loi qui est peut-être assez timorée par rapport à tous les projets de la Première Guerre mondiale et qui va créer une procédure une deuxième procédure d'accession à la citoyenneté pour certaines catégories d'Algériens. Donc là, c'est la liste, il faut avoir une de ces conditions-là. Si on remplit une de ces conditions, on peut demander à accéder au statut de citoyen, non pas via la procédure de 1867, mais par une décision du juge de paix, mais il n'est pas certain que ça change vraiment les choses. Alors, je passe très vite, sinon je n'aurai pas le temps d'arriver au vif du sujet. À savoir, mon objectif était de travailler donc sur ces naturalisations d'Algériens pendant la période coloniale, avec, en ayant bien en tête que ces naturalisations demeurent... travailler sur les naturalisations d'Algériens, c'est un objet un peu illégitime, en tout cas qui n'est pas sans difficulté pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que pendant longtemps, l'historiographie a un peu négligé, enfin en tout cas souligné... L'historiographie contemporaine a un peu longtemps souligné le faible nombre de ces naturalisations. J'y reviendrai sur leur nom, mais effectivement, il y a eu à peu près entre 6 000 et 7 000 naturalisations de sujets algériens pendant toute la période coloniale, ce qui est quand même très peu au regard de plusieurs millions de personnes. Mais surtout, il y a une espèce de consensus dans l'historiographie, mais aussi qui est porté par l'administration coloniale pendant la période coloniale, à savoir que les Algériens ont refusé la naturalisation parce que la naturalisation correspondait à une forme de renonciation à leur religion via la renonciation au statut personnel. C'est une forme d'apostasie et que donc les naturalisés, d'une certaine manière, seraient des formes soit de collaborateurs, en tout cas pourraient être l'objet d'ostracisme dans leur communauté, enfin, dans leur village, et que donc ils seraient un peu rejetés comme ayant perdu, comme ayant renié leur foi musulmane. Donc ça va être une des questions, c'est effectivement, est-il si vrai que naturalisation voulait dire abandon, conversion au catholicisme, etc. Et en particulier, moi ce qui m'avait frappé, c'est que dans les années 30, il va y avoir, en Tunisie, il y a eu la même chose, tout un débat autour des naturalisations. L'association des oulémas, donc des réformistes mais religieux algériens, va condamner la naturalisation. Et puis il va y avoir une question de savoir est-ce que les naturalisés peuvent être enterrés dans les carrés musulmans des cimetières. En Tunisie, la question vraiment est très forte. Mais en même temps, ce qui m'avait un peu frappé, c'est que si la question se posait, c'est que précisément les naturalisés se considéraient encore comme musulmans puisqu'ils souhaitaient une sépulture musulmane. Donc la question de l'apostasie n'était pas si évidente. Mais en tout cas, les naturalisations demeurent une énigme. Savoir qui sont ces naturalisés demeure une énigme, mais qui n'est pas sans importance pour des enjeux contemporains, à savoir, moi, à chaque fois que je travaille sur ces questions-là, aux archives nationales, quand je parle aux archivistes, ils me disent « mais on est tout le temps, on reçoit énormément de lettres chaque année de personnes en Algérie qui trouvent à la mort de leur grand-père des papiers tendant à montrer qu'ils étaient français, citoyens français, etc. et qui donc cherchent et recherchent des preuves de leur naturalisation. » Donc en tout cas, il y a quand même un enjeu contemporain.
Donc, je ne sais pas encore combien de temps il me reste, Oswald me le dira, mais mon objectif, c'était d'un peu étudier qui étaient ces naturalisés. Alors, première étape, là, je vous ai photographié, alors là, c'est plutôt l'entre-deux-guerres, parce que c'est une photo plus récente, mais avant la Première Guerre mondiale, on a exactement la même chose. Vous avez à droite un dossier d'une demande de naturalisation déposée par Mohamed Aïssaoui. Et vous voyez en haut, il y a marqué accession aux droits de citoyenneté. Un dossier d'étranger à la même époque est exactement le même type de formulaire. La matérialité est identique entre une naturalisation d'Algériens et une naturalisation d'étrangers. La seule différence, c'est que dans une naturalisation d'étrangers, il y aurait marqué naturalisation en haut, et là, il y a marqué accession aux droits de citoyens. Sinon, tout le reste est identique. Et puis surtout, ils sont dans les mêmes cartons que les naturalisations d'étrangers. Dans ce carton-là, le BB11, là, et on va voir, il y a à peu près il y a 49 dossiers de naturalisation. La grande majorité, ce sont des naturalisations d'étrangers. Et puis, au milieu, quelques naturalisations coloniales d'Algérie, mais potentiellement d'autres pays de l'Empire. Donc, ça ressemble en fait matériellement à une naturalisation d'étrangers. Elles sont perdues dedans et on va voir que les services qui les traitent traitent de façon conjointe les naturalisations d'étrangers et les naturalisations des coloniaux, et donc les différences sont plus compliquées. Alors, la grande question du nombre, là, j'ai fait un total, je ne vais pas tout commenter. Ce qui est intéressant, donc là, c'est mon décompte personnel à partir des publications, des décrets dans le bulletin officiel de l'Algérie. Dans l'histographie, il y a d'autres... on peut trouver d'autres chiffres publiés par la Statistique générale de l'Algérie. Ce n'est pas très important, mais vous voyez qu'en gros, il y a entre 1865 et 1919, en gros 1500 colonisés algériens qui ont qui ont obtenu leur naturalisation, pour un total de 31 500 naturalisations d'étrangers, enfin de toutes les naturalisations en Algérie, et donc pour l'essentiel des étrangers espagnols, italiens, etc. Donc vous voyez que c'est une toute petite proportion par rapport à la totalité uniquement des naturalisations algériennes. Sur l'ensemble des années avant la Première Guerre mondiale, vous voyez que c'est relativement fixe, avec une petite montée à la veille de la Première Guerre mondiale, et qui se traduit précisément le moment où la question revient dans les débats parlementaires de faut-il faire une réforme, donner plus de droits politiques aux Algériens, aux colonisés. Bon, je passe vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Oui, mais il y a une troisième partie qui est la meilleure. Donc, dans les décrets, ce qui est intéressant, c'est qu'est mentionné de façon systématique le nom, le prénom, la date de naissance, alors souvent un peu approximatif quand même, on est dans le lieu de naissance, ainsi que le métier, la profession. Alors il faut faire attention parce que on n'a pas comme aujourd'hui des statistiques de l'INSEE extrêmement fixes, les catégories sont mouvantes. Par exemple, cultivateurs et propriétaires terriens, j'ai décidé de les mettre ensemble parce qu'en fait, la différence n'est pas si nette. Souvent, les propriétaires terriens sont cultivateurs. Les cultivateurs peuvent être propriétaires ou pas, mais bon, je les ai mis ensemble. Et donc, lorsqu'on regarde un peu les métiers, en faisant attention, on se rend compte, comme on pouvait s'y attendre, qu'on a une forte proportion justement d'Algériens qui se trouvent un peu à la frontière entre les deux groupes, entre le groupe des Français et le groupe des colonisés, avec soit les militaires, à une époque où les militaires, les tirailleurs sont des engagés volontaires, c'est une vraie différence avec l'entre-deux-guerres, mais aussi donc, des gens qui travaillent pour les Français, indigènes, interprètes, employés de justice, les instituteurs qui ont fait l'objet d'une enquête, d'un travail passionnant de Fanny Colonna, qui justement sont ceux qui sont lettrés en français, mais également quand même 20% de cultivateurs et propriétaires terriens. Et lorsqu'on ouvre les dossiers, ce ne sont pas forcément des grands propriétaires. Il y a aussi des petits propriétaires, des petits cultivateurs. Enfin, ils sont
si on prend toute la population algérienne, il y aurait beaucoup plus que, c'est plutôt dans l'ordre, me semble-t-il, de 80%. Enfin, ça complexifie un peu le tableau. Si on fait, là je ne l'ai pas proposé parce que c'est assez compliqué, mais par origine géographique, on va voir qu'il y en a une petite surreprésentation des Kabyles, pour des raisons complexes, sur lesquelles je peux revenir, mais qui ont trait à ce qu'on va appeler le mythe kabyle, à savoir cette croyance développée chez les Français que les Kabyles sont un peu à part, seraient d'anciens chrétiens convertis, et d'une certaine manière qu'ils seraient plus proches des Français. Et en particulier, quand on regarde très très précisément, finement, par commune, etc., on se rend compte par exemple que dans la commune de Fort National, au moment où il y a un administrateur, Camille Sabatier, qui est quelqu'un qui croit vraiment au mythe kabyle, et bien, précisément, sous sa mandature, il y a beaucoup plus de naturalisation, ce qui tendrait à penser que lui-même a incité un certain nombre des habitants à faire leur demande de naturalisation. Et la question que je me suis posée, parce que c'est celle qui occupe les jurys, c'est la question des familles. Parce que dans un dossier de naturalisation, quel qu'il soit, pour les étrangers ou pour les colonisés, l'enjeu principal, ce qui va être décrit, si je vous en montre un plus tardif, voilà, sur lequel je reviendrai. Là, c'est dans l'entre-deux-guerres, mais c'est toujours sur cette forme-là. Il y a un formulaire, et ce qui est décrit en premier, c'est l'état civil de celui qui demande. Je vous l'enlève très vite parce qu'on y reviendra après. Et donc, la question qui se pose, c'est que dans les dossiers, on voit bien que les individus, en grande majorité, sont mariés, ont des enfants. Et donc, qu'advient-il de leur famille? Ça va aussi occuper la doctrine. Il y a un accord sur le fait que les enfants mineurs deviennent citoyens par le fait de la naturalisation de leur père, mais quid de l'épouse? Et là, il y a une vraie ambiguïté. Il y a l'idée que, non, on ne peut pas lui imposer de changer de statut sans son accord, mais en même temps, l'épouse ne suit peu, et la question est peu posée. Alors, j'ai essayé de compter le nombre de naturalisations de femmes algériennes, et on voit bien qu'il y en a plus le temps avance, plus le nombre augmente, précisément parce que certainement que lorsque les personnes déposaient à partir du XXe siècle, les préfectures incitaient les femmes à suivre et à déposer elles-mêmes des demandes de naturalisation. Mais vous voyez bien que c'est encore un peu ambigu. Enfin, en ouvrant les dossiers, on se rend compte, en particulier dans nos cultivateurs, on se rend compte qu'il y a un certain nombre, justement, de mariages mixtes. Alors, encore très minoritaires, parce qu'il n'y avait pas tant de mariages d'hommes algériens avec des femmes françaises, mais les quelques fois, dès 1869, j'avais trouvé un dossier d'un mariage mixte, avec l'idée précisément de savoir, quand il y a un mariage mixte, lorsqu'il y a une femme française qui épouse un indigène musulman, dans le droit français jusqu'en 1927, lorsqu'une femme française épouse un étranger, elle prend automatiquement la nationalité de son mari. Une femme française qui épouse un Italien, elle devient italienne. Donc la question, c'est une femme de statut civil français qui épouse quelqu'un de colonisé de statut indigène, devient-elle indigène? Là, la réponse a tout de suite été non, on est indigène, on ne devient pas indigène. Donc elle restait citoyenne française, mais ce faisant, l'administration française n'aime pas du tout quand, dans un couple, les deux membres n'ont pas le même statut, ne sont pas soumis aux mêmes droits, etc. Donc mon hypothèse, c'était que les rares fois, ce qui est assez rare en territoire algérien, il y avait eu des situations de couple mixte. Est-ce qu'il y avait eu une incitation à déposer des demandes de naturalisation de façon à ce que le couple soit un peu réuni juridiquement? Et donc c'est dans cette optique-là, et je vais aller assez vite, mais où j'ai essayé de prolonger l'enquête de façon récente sur l'entre-deux-guerres. Alors c'était facilité par des progrès technologiques, à savoir que le journal de la République française est numérisé maintenant depuis 4 ou 5 ans. Or, les décrets de naturalisation sont publiés dans les journaux officiels, donc j'ai pu faire des recherches plein texte sur Gallica, je vous invite à le faire, pour retrouver les naturalisations d'Algériens. Donc là, alors que les chiffres ne sont pas conformes, parce que les 2 premières colonnes viennent des statistiques générales de l'Algérie, la dernière colonne vient de mon décompte personnel à partir du journal officiel.
Donc vous voyez par exemple qu'il y a des fois où il y en a plus d'immigrés algériens que de musulmans algériens, mais c'est que les sources ne sont pas les mêmes. Et donc pour essayer de savoir voilà, qui sont les naturalisés dans l'entre-deux-guerres, et plus précisément faire un focus sur les naturalisations d'immigrés algériennes. Alors là j'ai très peu de temps, donc je vais aller très vite, c'est bon ? C'est bon, merci. En plus, Florence m'a laissé un peu de temps en rab, c'est l'avantage. Alors, pourquoi se poser cette question de l'immigration dans l'entre-deux-guerres, et en particulier la question des mariages mixtes? C'est précisément parce que les Algériens ont participé de façon importante à l'effort de guerre de la Première Guerre mondiale, à la fois comme militaires dans les troupes, via le service militaire mis en place en 1912, mais également dans les usines, dans l'effort de guerre ouvrier, dans les usines d'armement et autres. Le nombre de la présence d'émigrés nord-africains, comme on disait à l'époque, mais qui sont surtout algériens, augmente, et un certain nombre d'entre eux vont décider de rester. Alors ça va poser des problèmes. L'administration coloniale, le gouvernement général de l'Algérie se plaint qu'il y a trop d'immigrés algériens en métropole, ils doivent revenir, enfin, il y a toute une sorte de tension. Mais on va voir dans l'entre-deux-guerres apparaître la première immigration algérienne. Au recensement de 1931, le recensement décompte environ 100 000 immigrés nord-africains, essentiellement des Algériens, dans une moindre mesure des Marocains. Alors c'est peu de choses au regard de l'immigration européenne à la même époque, mais ça commence à devenir quand même relativement significatif. Et donc j'ai essayé de repérer les naturalisations de ces immigrés algériens. Alors là je me suis arrêtée pour point de vue de comparaison en 1937, mais en fait en 1938 et 1939 il y a une grosse augmentation, et donc au total j'ai réussi à décompter 159 dossiers de naturalisation d'immigrés algériens dans l'entre-deux-guerres. Alors c'est vraiment un minima, parce qu'il y a des journaux, la numérisation n'a pas été totale, c'est-à-dire qu'il y a des journaux, on ne sait pas pourquoi, ils n'ont pas été numérisés, quand on regarde précisément. Et puis en plus, je suis dépendante des recherches plein texte, donc c'est pas, voilà, il y a 20 ans, j'avais dépouillé page à page le bulletin officiel de l'Algérie. Ça avait pris beaucoup de temps. Là, je bénéficie de la technologie, mais je suis moins sûre. Enfin, c'est vraiment à minima. Alors, quand on regarde les professions, on retrouve des points communs avec les naturalisations algériennes d'avant la Première Guerre mondiale, à savoir, effectivement, les militaires, 35%, qui occupent une grosse partie. Mais en même temps, on va voir aussi que cette population, elle est aussi conforme à l'immigration algérienne et à l'immigration générale dans l'entre-deux-guerres. C'est une population beaucoup plus urbaine et beaucoup plus ouvrière. Vous voyez, 31% d'ouvriers, et même les employés, c'est des petits employés, ça peut être des chauffeurs, enfin donc c'est vraiment un milieu populaire. Ça y est, je me perds. Donc, quid, voilà ma question, je reviens. Quid de ma question centrale, c'est qu'en est-il des mariages mixtes? En passant par le JO, je n'ai aucune indication sur les épouses des candidats à la naturalisation. Donc le seul moyen, c'est de demander, alors c'est un peu fastidieux parce qu'on en a droit à 5 par semaine maximum, donc pour 159, ça prend un peu de temps, mais c'est de demander aux archives nationales les dossiers de naturalisation correspondant aux 159, et dans le dossier, précisément, comme on a à chaque fois le mari et la femme, on veut pouvoir dénoter, enfin compter les situations de mariage mixte. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'historiographie, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait surtout du concubinage et pas tellement de mariage mixte. Comme si, il y avait effectivement beaucoup d'ouvriers immigrés algériens qui vivaient avec des femmes françaises, mais il y avait une réticence à une forme de légitimation par le mariage. Donc moi, j'ai essayé d'abord de compter toutes les indications de mixité conjugale. C'est-à-dire qu'à la fois, lorsqu'un mariage mixte était indiqué, mais très souvent, on pouvait avoir des indications comme quoi la personne vivait maritalement avec une Française dans le dossier, dans l'enquête de police, par exemple, ou alors il pouvait y avoir des enfants naturels. Et là, on voyait un peu si
si on est dans des situations de mixité conjugale. Donc vous voyez quand même sur 159, on a 77 dossiers qui concernent des situations de mixité conjugale, ce qui peut avoir plusieurs applications. Tout d'abord, ça montre que c'était effectivement des configurations répandues dans l'immigration algérienne urbaine, des grands centres industriels et ouvriers. De façon plus générale, l'entre-deux-guerres est le grand moment où il y a beaucoup de mariages mixtes entre femmes françaises et immigrés étrangers, suite aussi au déficit, au carnage un peu de la Première Guerre mondiale, qui fait qu'il y a un déficit dans le marché du mariage de l'entre-deux-guerres, voilà, d'hommes jeunes disponibles au mariage. Donc c'est un peu terrible, mais effectivement, c'est connu. C'est le moment où il y a beaucoup de mariages mixtes de façon générale. Mais également avec des Algériens, donc en concubinage ou sous forme de mariage. Et donc, première question que l'on se posait, c'est comme normalement une femme française qui épouse un étranger prend la nationalité de son mari, on avait vu, et qu'en est-il lorsqu'une femme française épouse un indigène? En Algérie, la situation, et la réponse est claire, elle reste française, on ne peut pas devenir indigène, c'est un État, c'est pas quelque chose, une catégorie auquel on peut devenir. Mais là, ce que l'on voit, c'est que de façon systématique, dans les préfectures, lorsque les agents des préfectures ont rempli les questionnaires, ils ont systématiquement rempli la case pour l'épouse française, considérant qu'en fait, comme dans les autres cas de naturalisation dans des mariages mixtes, elle demandait une réintégration dans la nationalité française. Donc on voit bien là, Alexandrine Souk se joint à sa demande et au ministère, à la sous-direction de naturalisation, on a barré en disant elle n'a rien à faire là, elle est déjà française, elle n'a pas à demander sa naturalisation. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde les dossiers de naturalisation, c'est qu'on a accès à un monde de façon beaucoup plus sensorielle, matérielle, et en particulier, moi je n'avais pas du tout anticipé ça, mais dans cet entre-deux-guerres, la Sarre est occupée. Les mines de la Sarre, donc en Allemagne, sont exploitées par les Français. Et donc, on a quand même un certain nombre d'Algériens qui sont en Sarre et qui vont épouser des Allemandes. Et donc, qui n'ont pas la nationalité française. Et donc, une Allemande qui épouse un Algérien, qu'est-ce qui se passe? Normalement, une Allemande qui épouse un Français, elle devient française. Mais une Allemande qui épouse un sujet colonial de nationalité française, mais pas citoyen. Donc là, personne n'avait vraiment traité cette question-là, on ne sait pas trop. Et de fait, au début, dans les années 20, donc là je vous donne un exemple, Louise Martialus, donc, qui a épousé Belhadj Ben Mohamed, et ben, elle se joint à la naturalisation de son mari. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est une lettre en allemand où elle demande à devenir française. Et effectivement, elle va être naturalisée dans le même décret en 1929. Mais comme le nombre, enfin voilà, moi j'en ai repéré 5 ou 6, petit à petit, une forme de jurisprudence administrative se met en place, à savoir que le mariage avec un Algérien, c'est quand même un sujet qui a la nationalité française, et donc la loi s'applique, et donc la nouvelle jurisprudence va être de dire, par le mariage, elle devient française, et elle n'a pas à demander sa naturalisation. Donc là, c'est le cas de Franziska Kraus, qui a épousé Rabah Sali, et dans la note d'analyse du bureau du Sceau, il est indiqué qu'elle est devenue française par mariage. Dernier point, donc sur les configurations, voilà, concubinage et mariage mixte, donc il y a un certain nombre, sur 77 cas, il y a 15 concubinages, mais quand on regarde les dossiers, on se rend compte qu'il n'y a pas une séparation forte entre concubinage et mariage mixte, il y a une continuité. C'est que très souvent dans les dossiers, on se rend compte qu'il y a eu des périodes de concubinage, voire des enfants qui sont nés avant le mariage, et puis souvent, après le deuxième enfant, il y a un mariage qui vient légitimer à la fois les enfants et le mariage, et donc il y a une continuité entre les deux. Alors là, bon, je n'ai pas le temps, mais on a des configurations familiales variées, avec des formes de légitimation des premiers enfants naturels des épouses, etc. Et donc la question que je me suis posée, c'est les enfants, et en particulier une question d'actualité, enfin d'actualité un peu récente, la question des prénoms des enfants dans ces situations de mariage mixte. Et c'est là tout l'intérêt de travailler sur les dossiers de naturalisation, c'est qu'on a accès vraiment
au détail des familles, de qui elles sont, des naissances, les naissances par rapport au mariage, l'âge, je n'ai pas parlé l'âge des épouses par rapport aux époux, etc. Sachant que l'historiographie, les rares fois où elles ont parlé de ces mariages mixtes, ont plutôt eu tendance à penser que l'administration refusait les prénoms musulmans, n'imposait que des prénoms chrétiens quand la mère était chrétienne. Or, en regardant les dossiers, on se rend compte que les situations sont beaucoup plus variables. Donc là, on a un cas où on a donc un mariage mixte et les 3 enfants ont des prénoms chrétiens, Élie, Jeanne et Jean-Baptiste. Mais on a aussi un certain nombre de cas où on va voir les 2 prénoms ensemble. Un prénom chrétien suivi d'un deuxième prénom musulman. Donc là, on a Jean-Pierre Aziz, Marcel Ahmed. Et alors là, la fille, elle n'a pas de... Mais d'autres fois, il peut y avoir un prénom musulman, mais là, c'est Alice et Héloïse. Puis on a quelques fois où il n'y a qu'un prénom musulman, sans prénom chrétien. Donc vous voyez, à chaque fois, ils sont barrés, parce qu'ils sont considérés comme étant déjà français. C'est pour ça qu'ils sont barrés dans le dossier. Ahmed, donc fils de Eugène Lécuyer et de Mahmoud Ben Rebab. Alors, ce qui, moi, m'a intéressée, c'est que... Voilà, je conclus, justement. C'est que cette question-là qui occupe le débat public français actuel, eh bien, elle n'occupe pas du tout le débat public à l'époque. Enfin, en tout cas, elle n'occupe pas du tout les services de la sous-direction de la naturalisation, qui ne s'intéressent jamais à la question des prénoms. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils indiquent... Donc là, c'est les petites feuilles d'analyse. Ils disent, voilà, marié à une femme française, un enfant, le gouverneur est favorable, etc., etc. Mais la question des prénoms, musulmans, pas musulmans, n'est pas du tout un enjeu. Et puis ça nous indique aussi que cette idée d'apostasie, quand même, dans un certain nombre de cas, la naturalisation, ça n'impliquait pas, ou même la mixité conjugale, ça n'impliquait pas forcément une renonciation à l'islam. On pourra revenir dans la conclusion aussi sur à la fois les motivations des naturalisés qui sont compliquées mais qui peuvent se donner un petit peu à voir dans les dossiers. Et puis surtout, aussi, je voulais conclure sur ce qui pouvait étonner, c'est que, contrairement à ce que je pensais, l'administration, en fait, elle accueille assez bien les dossiers de naturalisation par rapport... moi, j'ai regardé dans des cartons entiers où on trouvait tous les cas de naturalisation, donc d'Algériens, mais aussi d'Indochinois ou d'étrangers. Les dossiers d'Algériens, ils sont plutôt à cette époque dans l'entre-deux-guerres, et je pense que c'est un moment, justement, parce qu'on a monté des premiers mouvements indépendantistes, c'est un moment où on sent que, d'une certaine manière, on a les débuts de la fin presque, ou en tout cas juste avant le début de la fin. Les naturalisations d'Algériens, elles sont très bien accueillies, y compris dans des cas où, pour des étrangers, ou encore plus, par exemple pour des Indochinois, elles auraient été refusées, donc dans des cas de condamnation. D'habitude, c'est rédhibitoire. Quand il y a une condamnation, on n'est jamais naturalisé. Et là, on voit un cas où la condamnation est considérée comme étant sans gravité, vu les services de guerre et la situation de famille, la naturalisation est accordée. Et donc, de façon générale, la question était, à mon grand étonnement, beaucoup moins l'objet d'un enjeu fort, d'analyse stricte de l'administration que dans d'autres cas. Voilà, merci. Bien, écoutez, on voit que aussi, au passage, je crois que c'est une bonne chose pour nous tous, à quel point le travail de l'historien, le travail sur les archives, c'est quand même quelque chose de complexe et qui permet notamment de montrer, de découvrir à quel point les situations réelles et le traitement des cas particuliers est forcément beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus casuistique que les grands principes que l'on peut trouver dans le débat politique, notamment dans le débat public. Même si, comme je le disais dans mon cours, tout ça a toujours été très débattu, et c'est aussi ce que vous avez montré, Florence, les milieux des juristes, même s'il n'y avait qu'une minorité
pour de rebelles ou de rétifs, le milieu du jury, c'était également très divisé. Alors, je ne vais pas... je pense qu'on va entamer tout de suite la discussion avec le public, puisqu'on a moins de temps peut-être que d'habitude, et donc je prends les questions qui peuvent surgir. Alors, j'en vois une ici et une là-bas, ou deux là-bas.